Bon, alors tu es sage, tu écoutes parce qu'aujourd'hui, je vais conter une très belle plume. Une plume que tu aimes. Ah, si, je t'assure. Oui, oui, oui. Alors, pas la peine de faire tes petits allers-retours, là, ton petit tiré, ça fait comme ça. Non, non, faut écouter. On ouvre ses oreilles, mais elles sont où? Pose pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Conteuse de plumes. Aujourd'hui, je vais vous conter une plume fantastique, une plume onirique, lyrique, poétique et surtout prolifique. Une plume qui nous a fait voyager dans l'espace en nous racontant l'histoire d'une colonisation terrienne sur la planète rouge, une plume qui nous a fait voyager dans le temps en nous racontant l'histoire d'un homme, une histoire peu banale, d'un homme entièrement tatoué dont les tatouages, sorte d'illustration d'un manuel d'histoire, racontent une histoire, mais une histoire non encore advenue, une histoire d'anticipation en quelque sorte. Et une plume qui nous a fait aussi voyager dans d'autres univers, dans un monde dystopique où les pompiers, loin d'éteindre les incendies, enflamment les livres à 451 degrés Fahrenheit, le tout dans une espèce d'autodafé organisée et sans appel, dans une société totalement abrutie par l'image et le divertissement. Une plume qui termine cet ouvrage en nous expliquant que les survivants de la mémoire humaine sont ces hommes devenus livres qui ont appris par cœur tous les récits de l'humanité. Alors cette plume prolifique a été auteur de romans, de nouvelles, de très courts récits, de scripts, de scénarios. J'ai nommé Ray Bradbury. Alors, Ray Bradbury est né en 1920 à Waukegan, dans l'Illinois, dans une famille modeste. Son père est technicien. Pour l'anecdote, il est descendant d'une des malheureusement célèbres sorcières de Salem, et sa mère est femme au foyer. Et très tôt, elle va ouvrir l'imaginaire du petit Ray en lui racontant les nouvelles d'Edgar Allan Poe. À 3 ans seulement, il va au cinéma et là, il découvre sur grand écran Le Bossu de Notre-Dame. Alors, pas la version la plus récente, mais voilà. Et il se prend d'une inquiétude à 3 ans, se demandant si lui aussi pourrait avoir tout d'un coup muté et devenir ce personnage sonneur de cloche de Notre-Dame. 2 ans plus tard, il va découvrir Le Fantôme de l'Opéra avec son frère, qui va profondément le marquer, puisqu'il se trouve qu'à la sortie de cette séance, il va se perdre et se réfugier, se cacher dans un ravin dans la ville de Waukegan. Bien sûr, on va le retrouver, hein. Heureusement pour nous. Très tôt, en fait, le petit Ray va adorer les livres, à tel point qu'il va passer son temps à la bibliothèque. Il va lire, il va les dévorer. Et la légende nous dit qu'à l'âge de 12 ans, par hasard dans la rue, il va faire une rencontre fortuite qui va changer le cours de son existence. Il va rencontrer un excentrique du nom de Mr. Electrical qui va lui lancer cette prophétie en le regardant, en le désignant du doigt « Tu vivras toujours ». Et à partir de ce moment-là, Ray Bradbury se dit « Tous les jours, je vais écrire. Nulla dies sine linea ». Il se met donc à écrire. Alors, la famille doit quitter Waukegan, se rend dans les faubourgs de Los Angeles. La proximité des studios d'Hollywood fait très très bon ménage avec l'imaginaire de Ray Bradbury. Et lorsqu'il a terminé ses études, à 17 ans, il décide de ne pas s'inscrire à l'université pour avoir du temps pour lire, tout simplement, pour aller à la bibliothèque, pour pouvoir écrire. Et il devient vendeur de journaux à la criée. Alors, une première nouvelle est éditée dès ses 17 ans, mais elle ne rencontre pas le succès escompté parce que les éditeurs trouvent sa plume trop décalée par rapport au genre ou trop poétique. Et qu'à cela ne tienne, Ray Bradbury va créer son propre fanzine de science-fiction dès ses 18 ans pour pouvoir y publier ses nouvelles et ainsi que des nouvelles en fait d'autres auteurs, et ce pendant 2 ans. Alors ce fanzine va s'appeler Futura, que je ne me trompe pas, Futura Fantasia, que je ne vous dise pas trop de bêtises. Alors il faudra attendre en fait 1941 pour qu'il reçoive son premier salaire pour une nouvelle publiée. Ça sera la nouvelle Le Pendule, dans une revue, dans un pulp magazine, et il sera payé 15 cents. Le succès met donc du temps à s'installer. Néanmoins, Ray Bradbury, totalement passionné,
continue de lire, continue d'écrire et d'être publié dans les pulp magazines ou dans les digests. Et en 1950, c'est là où tout va changer. Un éditeur va lui dire « Ce serait peut-être une bonne idée de réunir toutes ces nouvelles publiées ici et là, à droite à gauche, qui se déroulent sur Mars, pour en faire un seul recueil. » Et c'est ainsi qu'en 1950 paraîtront les Chroniques martiennes. Et c'est donc à l'âge de 30 ans que Ray Bradbury va connaître un succès non seulement foudroyant, mais planétaire et durable, puisque Ray Bradbury, au cours de sa carrière, va nous laisser quelques 500 œuvres, que ce soit cinématographiques ou littéraires. Alors, c'est vrai que les années 50, nous sommes en Amérique, les préoccupations des Américains commencent à s'éveiller, on va dire, entre, si vous voulez, une consommation de masse qui n'est pas sans effet sur l'environnement, que l'on pressent fragile, sur le fait qu'on est en pleine guerre froide et qu'il y a cette menace nucléaire, sur aussi le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki, qui nous font comprendre que finalement, cette technologie qui devait nous apporter le bonheur n'est pas si bienveillante et si bienfaisante que ça. Donc ces préoccupations sont là. On est donc en pleine période de l'explosion de la science-fiction, avec notamment des séries comme The Twilight Zone, plutôt en 1959 d'ailleurs, à la fin de cette décennie des années 50. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, Ray Bradbury écrira le 100e épisode de cette série absolument magnifique. Moi, je l'ai dévorée petite et je vous la conseille. Alors voilà, alors Ray Bradbury, je parlais de science-fiction, c'est toujours défendu d'écrire de la science-fiction. Pour lui, il écrivait du fantastique. Pourquoi? Parce que ainsi, il pouvait se libérer des contraintes du réel et de la science, être libre d'écrire des choses totalement hors filet, dirons-nous, mais néanmoins qui sont tout à fait le reflet des préoccupations de son époque et des préoccupations actuelles, des préoccupations humaines, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire une courte nouvelle, une très courte nouvelle, parce que bon, nous n'avons pas tant de temps que ça, qui s'appelle Coup de tonnerre. Alors cette nouvelle est parue en fait en 1952, alors que je me trompe pas, dans Collier's magazine en fait, et elle a été après ajoutée en fait au recueil de nouvelles l'année suivante, 1953, Les pommes d'or au soleil. Donc Coup de tonnerre va nous faire voyager dans le temps. Alors accrochez vos ceintures, toi aussi parce que ça va chauffer. C'est parti. L'inscription paraissait onduler sous les yeux d'Eccles, comme si une pellicule d'eau chaude avait été en train de couler le long du mur en permanence. Il cligna des yeux et vit le message continuer à s'afficher en lettres de feu sur l'écran obscur de ses paupières. Chrono Safari SA. Safari dans le passé, toutes époques. Vous nous dites le nom de l'animal, on vous emmène et à vous de jouer. Eccles se sentit un mucus tiède lui envahir le fond de la gorge. Il toussa et cracha. Plissant les joues en guise de sourire pour la forme, il tendit d'un geste lent un chèque de 10 000 $ à l'homme de l'accueil. « Votre safari, c'est garanti qu'on revient vivant. »« Nous ne garantissons rien du tout, » répondit l'employé, « à part les dinosaures. Ça, c'est garanti. » Il se retourna. « Je vous présente Monsieur Travis, votre guide dans le passé. Il vous dira sur quoi tirer et où tirer. S'il vous dit on ne tire pas, on ne tire pas. Si vous enfreignez les instructions, vous encourez une amende sévère équivalent au montant de votre inscription, soit en l'occurrence 10 000 $, ainsi que d'éventuelles poursuites au pénal de la part du gouvernement à votre retour. » Eccles jeta un regard en direction de l'amas bourdonnant et ophidien de câbles et de boîtes métalliques, sur cette aurore artificielle tantôt orange, tantôt argentée, tantôt bleue, qui encombrait tout le fond de la salle. L'ensemble émettait un crépitement continu, un peu comme un feu de joie dans lequel on aurait décidé de jeter une fois pour toutes le temps, le poids des ans, tous les vieux calendriers et les heures accumulées. Il suffisait d'effleurer cette machine du bout des doigts pour provoquer aussitôt un formidable retour de flamme. Eccles se remémora la publicité qu'on lui avait envoyée à la réception de sa lettre. De l'ombre et du silence, de la poussière de l'oubli, pareilles à des salamandres dorées, les vertes années, les années de jadis, renaissant de leurs cendres, allaient pouvoir rejaillir. Les roses du passé pourraient embaumer à nouveau, les cheveux blancs redevenir d'un noir de jais, les rides s'effacer, tous et tout retourner à l'origine,
fuir la mort à reculons, retrouver le commencement. Les soleils pourraient se lever à l'ouest et connaître à l'est de glorieux couchers. Les lunes pourraient croître et décroître à l'inverse de l'ordinaire. Toute chose contiendrait toute chose, comme des poupées gigognes. Les lapins pourraient rentrer dans les chapeaux, tous et tout pourraient revenir en arrière, passer du néant qui suit la mort à l'instant même du décès, puis à l'instant qui l'a précédé, retourner à la vie, vers le temps d'avant les commencements. Il suffirait d'effleurer la machine. Quand même, c'est pas rien, souffla Eccles, son visage mince éclairé par la machine. Une vraie machine à voyager dans le temps. Il hocha la tête. Mais au fait, j'y pense. Si hier les élections avaient mal tourné, en fait, je serais ici pour fuir les conséquences des résultats à l'heure qu'il est. Heureusement, c'est Kiss qui a gagné. Ça ferait un bon président des États-Unis. Oui, approuva l'homme derrière le guichet. On l'a échappé belle. Si Dutcher avait gagné, on était bon pour la pire des dictatures. C'est pas difficile, il est contre tout. C'est un militariste, un antéchrist. Il est contre tout ce qui est humain, tout ce qui peut ressembler à un intellectuel. Des tas de gens sont venus nous voir ici, pour rire, soi-disant. Mais c'était sérieux, dans le fond. Ils disaient que si Dutcher devenait président, ils aimeraient mieux aller vivre en 1492. Bon, évidemment, l'exil politique, ce n'est pas trop notre rayon à la base. Nous, on fait dans le safari. Mais de toute façon, c'est qui a été élu? Tout ce dont vous avez à vous préoccuper aujourd'hui, c'est de descendre mon dinosaure, conclut Eccles à sa place. Un Tyrannosaurus Rex, le saurien tonnerre, le plus terrible monstre de l'histoire. Allez, signez ce papier. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas responsables. Les dinosaures, ça a tout le temps faim, vous savez. Eccles se s'empourpra, visiblement fâché. Ah, mais là, vous essayez de me faire peur. Honnêtement? Oui. On ne veut pas de quelqu'un qui se mette à paniquer au premier coup de fusil. On a eu 6 guides de tués l'année dernière. Et une douzaine de chasseurs. On est là pour vous flanquer l'émotion de votre vie, celle qu'un vrai chasseur rêve de connaître, pour vous emmener 60 millions d'années en arrière, pour vous offrir la plus extraordinaire partie de chasse de tous les temps. Mais votre chèque est encore là. Vous pouvez le déchirer. Monsieur Eccles considéra longuement son chèque, ses doigts tressaillirent. Allez, bonne chance, dit l'homme derrière son guichet. Monsieur Travis, il est à vous. Ils prirent leurs fusils et traversèrent la pièce sans un mot, en direction de la masse argentée et lumineuse qui les attendait en bourdonnant. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Une semaine, un mois, un an, 10 ans, 2055 après Jésus-Christ, 2019, 1999, 1957. Ça y est, ils étaient partis, la machine vrombrissait. Ils mirent leur masque à oxygène et vérifièrent l'interphone. Eccles se secouait sur son siège rembourré, avait le visage tout pâle, la mâchoire contractée. Il sentait les trépidations jusque dans ses bras, et en baissant les yeux, il vit qu'il avait les mains crispées sur son nouveau fusil. Il y avait 4 hommes avec lui dans la machine. Travis, leur guide, chef de l'expédition, son aide, l'Espérance, et 2 autres chasseurs, Billings et Kramer. Ils se regardaient les uns les autres, tandis qu'autour d'eux, les années passaient les unes après les autres dans un déluge de lumière. Eccles s'entendit dire « Est-ce qu'au moins on peut tuer un dinosaure avec ça ?» Travis lui répondit par le micro de son casque. « À condition de viser juste. Certains dinosaures ont 2 cerveaux, un dans la tête et l'autre loin derrière dans la colonne vertébrale. Ceux-là, on les évite. On préfère pas tenter le diable non plus. Sinon les autres, vous tirez une fois dans chaque œil, histoire de les aveugler, si vous y arrivez. Et puis après, vous vous occupez du cerveau. » La machine hurlait. Le temps ressemblait à un film déroulé à l'envers. Des soleils innombrables couraient dans le ciel poursuivis par des millions de lunes. « Bon sang, » dit Eccles, le plus grand chasseur de tous les temps nous envirait aujourd'hui. À côté de ça, l'Afrique, c'est l'Illinois. La machine ralentit. Le vacarme assourdissant se transformant en un murmure presque inaudible. La machine s'arrêta. Le soleil se figea dans le ciel. Le brouillard qui entourait jusqu'ici la machine se dispersa et ils se retrouvèrent à l'aube des temps. 3 chasseurs et 2 guides avec leurs fusils d'acier bleutés posés sur leurs genoux. « Le Christ n'est pas encore né, » dit Travis. « Moïse n'est pas encore monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Les pyramides sont encore des pierres dans les carrières, ils attendent qu'on vienne les tailler, qu'on les construise. Vous vous rendez compte? Alexandre, César, Napoléon, Hitler, aucun d'eux n'existe. » D'un signe de tête, les hommes approuvèrent. « Regardez !» ajouta M. Travis en soulignant ses paroles d'un geste ample. « Voici la jungle de l'an 6 2055 avant le président Kiss. » Il désigna ensuite une passerelle métallique qui traversait les marais fumants de vapeur et disparaissait dans un fouillis de fougères arborescentes et de palmiers. « Et ça,
dit-il. C'est la passerelle, installée à votre attention par Chrono Safari. Elle flotte en permanence à 15 centimètres au-dessus du sol. Elle ne touche ni fleurs, ni arbres, ni même un brin d'herbe. Elle a été construite avec un métal anti-gravité. Le but, c'est de vous empêcher de toucher à quoi que ce soit dans le passé. Restez sur la passerelle. Ne descendez pas. Je répète, ne descendez pas. Sous aucun prétexte. Si vous tombez, vous aurez une amende. Et ne tirez sur aucun animal, sauf si on vous dit que c'est bon. Pourquoi ? Demanda Eccles. Ils étaient tous assis, seuls au monde, seuls dans le passé. Des cris d'oiseaux lointains arrivaient sur les ailes du vent, accompagnés d'odeurs de goudron, de sel marin, d'herbes moisies et de fleurs couleur de sang. On ne veut pas changer le futur. À la base, on n'a rien à faire ici, dans le passé. Le gouvernement n'aime pas nous savoir ici. Il faut qu'on paye des sacrés pots de vin pour garder notre autorisation. Une machine à explorer le temps, c'est pas de la rigolade à manœuvrer. Ça peut être sacrément dangereux. Sans le savoir, on pourrait tuer un animal important, un petit oiseau, un cafard, une fleur même, et détruire du même coup un chaînon important d'une espèce à venir. Bon, c'est pas très clair tout ça, dit Eccles. Bon, poursuivit Travis, disons que par accident, on tue une souris ici. Ça signifie qu'on tue en même temps tous les futurs descendants de cette souris. Jusque-là, ça va ? Ça va. Et tous les descendants des descendants des descendants de cette souris aussi, par le fait. D'un coup de pied, sans le faire exprès, vous faites disparaître une, puis une douzaine, puis un millier, puis 1 million de futures souris. Bon, d'accord, elles sont toutes mortes, approuva Eccles. Et après ? Et après ? Travis renifla d'un air méprisant, l'air sûr de lui. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver aux renards qui ont besoin de ces souris pour vivre ? Privé de la nourriture que représentent 10 souris, un renard meurt. Privé de la nourriture que représentent 10 renards, un lion meurt de faim. Un lion de moins et toutes sortes d'insectes, des aigles, des millions d'êtres minuscules sont voués à la destruction, au chaos. Et voilà ce qui pourra arriver 55 millions d'années après. Un homme des cavernes, alors qu'ils sont peut-être une douzaine dans le monde entier, va chasser pour se nourrir un sanglier ou un tigre. Mais vous, mon vieux, vous avez détruit tous les tigres de cette région, en tuant une souris. Et l'homme des cavernes meurt de faim. Et cet homme-là des cavernes, c'était pas n'importe qui. Alors là, non, il représente toute une nation à venir. Du fruit de ses amours aurait pu naître 10 fils. Et ils auraient eu à leur tour une centaine de fils à eux tous, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une civilisation naisse. Détruisez cet homme, et vous détruisez une race, un peuple, toute une partie de l'histoire de l'humanité. C'est comme si vous égorgiez quelques-uns des petits-fils d'Adam. Le poids de votre pied sur une souris peut déchaîner un tremblement de terre dont les suites peuvent ébranler la terre entière et nos destinées dans les temps à venir. Un homme des cavernes qui meurt, et des millions d'hommes qui ne sont pas encore nés meurent avec lui. Peut-être que Rome ne sera jamais construite sur les 7 collines. Peut-être que l'Europe restera pour toujours une forêt vierge et que seule l'Asie se peuplera, deviendra un grand continent plein de vie. Vous écrasez une souris et vous démolissez les pyramides. Vous marchez sur une souris et vous laissez votre empreinte dans l'histoire pour l'éternité. Et pas une petite. La reine Elisabeth pourrait ne jamais naître. Washington pourrait ne jamais franchir le Delaware. Les États-Unis pourraient ne jamais figurer sur aucune carte géographique si vous marchez sur cette souris. Alors faites attention. Restez sur la passerelle. Et ne descendez jamais. Je vois, répondit Eccles. Alors, aller toucher ne serait-ce que de l'herbe, ça ne serait pas bon pour nous, en fin de compte. Tout à fait. Écraser une petite plante de rien du tout peut avoir des conséquences incalculables. Une petite erreur ici peut faire boule de neige et avoir des répercussions disproportionnées dans 60 millions d'années. Évidemment, il se peut que notre théorie soit fausse, allez savoir. Peut-être que nous n'avons aucun pouvoir sur le temps, ou peut-être que le changement qu'on provoquerait n'aurait lieu que dans des proportions infinitésimales, indétectables. Une souris morte ici peut provoquer ailleurs un changement dans le nombre d'insectes et provoquer un déséquilibre dans des populations à venir, une mauvaise récolte un de ces jours, dans très longtemps, un déficit économique, une famine, et finalement changer une société de fond en comble à l'autre bout du monde. Ou bien tout simplement provoquer un changement tellement subtil que finalement il sera presque sans conséquence. Un souffle d'air plus doux, un murmure, un rien, du pollen égaré dans l'air, une différence si légère, si petite, qu'on ne pourrait s'en apercevoir à moins d'avoir le nez dessus. Allez savoir.
Qui peut sérieusement se vanter de le savoir? Nous, en tout cas, on n'en sait rien. Alors, on en est réduit à faire des hypothèses. Mais tant que nous nageons dans l'incertitude, que nous ne sommes pas capables de dire si notre incursion dans le temps peut provoquer une tempête ou simplement un léger frémissement, il faut rester prudent. Et pas qu'un peu. La machine, la passerelle, vos habits, tout a été stérilisé. Votre peau a été désinfectée avant le départ. Et si on porte ces masques à oxygène, c'est pour qu'aucune des bactéries que nous pourrions transporter ne risque de venir infecter le passé. Mais alors, comment savoir sur quels animaux on peut tirer? Ils ont été marqués à la peinture rouge, répondit Travis. Aujourd'hui, avant notre départ, nous avons fait venir l'Espérance avec la machine. Ici. Il nous a précédés dans le passé et il a suivi la trace de quelques-uns des animaux. Vous voulez dire qu'il les a étudiés? Tout à fait, approuva l'Espérance. Je les suis tout au long de leur existence. Ils ne vivent pas très vieux en général, de toute façon. Je note combien de fois ils se reproduisent, pas souvent la plupart du temps. La vie est courte ici. Quand j'en trouve un qui va être écrasé par un arbre ou qui va se noyer dans une mare de goudron, je note l'heure exacte, la minute, la seconde. Je lui tire dessus avec une cartouche de peinture et ça laisse une grosse tache sur sa peau. Impossible de ne pas la voir. Et puis je calcule le moment de notre arrivée dans le passé pour que nous rencontrions le monstre 2 minutes à peine avant l'heure où de toute façon il doit mourir. Comme ça, nous tuons seulement les animaux déjà condamnés qui ne devaient déjà plus se reproduire. Vous voyez jusqu'où pousse la prudence. Non, mais si vous avez remonté le temps jusqu'à ce matin, répliqua Eccles, en se prenant au jeu, nous nous sommes forcément rencontrés quelque part. Vous avez dû nous rentrer dedans. Comment est-ce que ça a tourné alors pour nous? Vous devez le savoir, notre safari s'est bien passé. Nous avons réussi à nous en tirer tous et indemnes. Travis et l'Espérance échangèrent un regard. Ça, ce serait un paradoxe temporel, dit le second. Le temps ne permet pas que les choses s'embrouillent à ce point-là, qu'un homme arrive à se rencontrer lui-même. Quand des possibilités comme celle-ci se présentent, le temps fait un écart sur lui-même, comme un avion qui s'écarte de sa trajectoire en rencontrant une poche d'air. Vous avez dû sentir la machine faire un bond juste au moment où elle allait s'arrêter. Eh bien, c'était nous. Quand nous nous sommes croisés sur le chemin du retour. Nous n'avons rien vu. Il nous serait impossible de dire si notre expédition a été un succès, si nous avons réussi à tuer notre monstre ou si nous avons tous réussi, je pense tout particulièrement à vous, monsieur Eccles, à nous en tirer vivants. Eccles se sourit sans enthousiasme. Bon, assez discuté de tout ça, coupa Travis. Tout le monde debout. Ils étaient prêts à sortir de la machine. La jungle était partout. Énorme, immense. Le monde pour eux n'était plus qu'une jungle interminable, éternelle. Des bruits s'entrecroisaient dans le ciel, presque de la musique par instant, comme de la toile de tente qui aurait claqué en cadence. C'étaient des ptérodactyles, s'élevant sur leurs grandes ailes grises, chauves-souris gigantesques échappées d'une nuit de délire et de cauchemar. Et qu'elle se balançait sur l'étroite passerelle, pointant son fusil ici et là pour s'amuser. « Arrêtez ça tout de suite !» s'écria Travis. « C'est pas un coup à faire, ça. Et si votre fusil partait ?» Et qu'elle se sentit le rouge lui monter aux joues. « Alors il est où, ce tyrannosaure ?» L'Espérance regarda son bracelet-montre. « Préparez-vous, nous allons croiser sa route dans 60 secondes. Et surtout faites bien attention à la peinture rouge. Ne tirez pas avant qu'on vous fasse signe. Restez sur la passerelle. Restez sur la passerelle !» Ils avancèrent dans le vent du matin. « C'est bizarre quand même, hein, murmura Eccles. À 60 millions d'années d'ici, le jour des élections présidentielles est passé. Qui c'est président? Les gens font la fête et nous, on est là, perdus au fin fond de millions d'années. Et c'est comme s'il n'existait pas. Toutes ces choses pour lesquelles on s'est fait du souci pendant des mois, pendant toute une vie, hein, parfois. Elles sont pas encore nées. Personne n'y pense encore. »« Enlevez le cran de sûreté, tout le monde, » commanda Travis. « Eccles, vous tirez en premier. Ensuite Billings, ensuite Kramer. »« J'ai déjà chassé des tigres, hein, des sangliers, des buffles, des éléphants. Mais cette fois, c'est vraiment le grand jour, » s'exclama Eccles. « Je suis excité comme un gamin. »« Ah, » fit Travis. Ils s'arrêtèrent. Travis leva la main. « Devant nous, » chuchota-t-il. « Dans le brouillard, il est là. Chut, il est là. » Sa Majesté, le Tyrannosaurus Rex. La jungle immense était pleine de gazouillements, de bruissements, de murmures, de soupirs, et soudain plus un bruit, comme si quelqu'un avait claqué une porte. Le silence. Puis un coup de tonnerre. Sortant du brouillard à une centaine de mètres, Tyrannosaurus Rex s'avançait. « Bon Dieu !» murmura Eccles. « Chut !»
Ses membres antérieurs énormes et puissants le propulsaient sans effort apparent en direction de la passerelle. Il dépassait d'une dizaine de mètres la plupart des arbres, gigantesques divinités maléfiques, portant ses pattes de devant fines comme des mains d'horloger et repliées contre sa poitrine luisante de reptile. Chacun de ses mollets, véritables pistons de chair, renfermait 500 kilos d'os blanc enserrés dans un réseau de muscles puissants, le tout recouvert d'une peau râpeuse et brillante, qui évoquait la cotte de maille d'un terrible guerrier. Chacune de ses cuisses représentait une tonne de chair et d'ivoire dur comme de l'acier. Et de l'énorme cage thoracique pendaient ses 2 bras minuscules et fragiles, des bras terminés par de vraies mains qui auraient pu soulever les hommes comme des jouets pendant que l'animal aurait courbé son cou de serpent pour les examiner. Quant à la tête, monolithe sculptée d'une tonne, elle se balançait sans effort dans le ciel. La bouche béante laissait voir une rangée de dents acérées comme des poignards. L'animal roulait des yeux grands comme des œufs d'autruche, parfaitement inexpressifs, à l'exception d'une faim insatiable. Il referma sa mâchoire avec une grimace de mort. Tout au long de sa course, les eaux de son bassin repoussaient les buissons, déracinaient les arbres. Ses pattes griffues s'enfonçaient dans la terre molle et il laissait des traces de 15 centimètres de profondeur partout où il prenait appui. Il courait d'un pas glissant comme s'il exécutait une figure de ballet incroyablement rapide et agile pour ses 10 tonnes. Pour finir, il s'avança prudemment au milieu d'une trouée ensoleillée, ses belles pattes de reptile se refermant sur le vide. « Oh mon Dieu !» s'exclama Eccles, la bouche tordue par un rictus. « S'il voulait, il pourrait rattraper la lune. »« Chut !» fit Travis furieux. « Il ne nous a pas encore vus. »« On ne peut pas le tuer !» répondit Eccles avec la plus parfaite assurance, comme s'il énonçait là une vérité incontournable, indéniable, absolue. Après examen des faits, il venait de rendre son verdict. Il avait l'impression de tenir dans ses mains non plus un fusil, mais un jouet d'enfant. « Mais on n'aurait pas dû venir, mais c'est n'importe quoi, c'est impossible !»« Mais taisez-vous !» souffla Travis. « C'est un cauchemar. »« On fait demi-tour, » lui ordonna Travis. « Retournez à la machine, en marchant doucement, sans faire de bruit. On vous remboursera la moitié de votre billet. »« Mais j'aurais jamais pensé qu'il serait aussi grand que ça, » dit Eccles, mais je me suis trompée. Je veux sortir maintenant, je veux sortir. »« Mais il nous voit. Il a la peinture rouge sur la poitrine. » Le saurien tonnerre se redressa. Son corps énarmuré d'écailles brillait de 1000 reflets verts métalliques. Dans les replis de sa peau, la boue gluante fumait et une multitude de petits insectes y grouillaient en permanence, de sorte que le corps tout entier semblait bouger et onduler, même quand le monstre restait immobile. Il souffla. Une odeur insoutenable de viande pourrie se répandit à travers la jungle. « Sortez-moi de là !» s'écria Eccles. « C'était pas comme ça, hein. Ça n'a jamais été comme ça. Je savais toujours que je m'en sortirais vivant. J'avais de bons guides, hein. C'était des vrais safaris, ça risquait rien. Mais cette fois, je me suis trompée, hein. C'est pas ce que je pensais. Ah non, j'ai trouvé mon maître là, je le reconnais, c'est trop pour moi, je suis pas à la hauteur. »« Ne courez pas. Faites demi-tour et cachez-vous dans la machine. » Oui. Et Eccles semblait comme hébété. Il regardait ses pieds, comme s'il refusait de lui obéir. Il poussa un grondement d'impuissance. « Eccles !» Il se mit à marcher d'un pas hésitant, le regard éperdu. « Mais pas par là !» Le monstre, dès qu'il les vit bouger, se jeta en avant en poussant un cri terrible. En 4 secondes, il couvrit une centaine de mètres. Les hommes visèrent aussitôt et firent feu. Une tornade jaillit de la gueule du monstre, les plongeant dans une puanteur de bave et de sang décomposé. Le monstre rugit, ses dents étincelant au soleil. Eccles, sans se retourner, continua à tituber comme un aveugle et finit par atteindre le bord de la passerelle. Traînant son fusil, il descendit de la passerelle et marcha sans même s'en rendre compte dans la jungle. Ses pieds s'enfonçaient dans la mousse verte. Il se laissait porter par ses propres pas. Il se sentait seul au monde, comme coupé des événements qui se déroulaient au même instant derrière lui. On entendit de nouveau le craquement sec des coups de fusil. Le bruit se perdit aussitôt dans le vacarme de tonnerre que faisait le monstre. Tel un gigantesque levier, la queue du reptile se mit à fendre l'air dans toutes les directions, balayant tout sur son passage. Les arbres explosaient en nuages de feuilles et de branches. Le monstre tendit ses petites mains d'orfèvre pour s'emparer délicatement des hommes, les tordre, les casser en deux, les écraser comme des fruits mûrs, les précipiter entre ses mâchoires et les engloutir dans sa gorge hurlante. Ses yeux globuleux étaient à présent au niveau des hommes. Ils se virent dedans. Ils firent feu sur les paupières métalliques, sur l'iris du noir luisant. Comme une idole de pierre, comme une avalanche de rochers, le tyrannosaure s'écroula dans un bruit de tonnerre, déracinant les arbres auxquels il s'accrochait dans sa chute, arrachant et tordant au passage la passerelle d'acier. Les hommes battirent précipitamment en retraite. 10 tonnes de chair froide et d'os durs comme pierre vinrent s'abattre sur le sol. Les fusils crépitèrent.
Le monstre balaya la terre de sa queue carapassonnée d'écailles, entr'ouvrit convulsivement ses mâchoires de reptile et retomba inerte. Un geyser de sang se mit à gicler de son gosier. À l'intérieur de son corps, quelque part, une poche de fluide se rompit et un flot de vomissures à l'odeur insupportable vint inonder les chasseurs. Ils restèrent immobiles, luisants de sang. Le tonnerre avait cessé. La jungle était silencieuse. Après l'avalanche, la paix verte, la paix végétale. Après ce cauchemar, le matin. Billings et Kramer étaient assis sur la passerelle. Ils vomissaient. Travis et l'Espérance debout, leurs carabines encore fumantes, juraient tant qu'ils pouvaient. Eccles gisait dans la machine face contre terre, le corps agité de frissons. Il avait fini par retrouver le chemin de la passerelle et était parvenu à monter dans la machine. Travis s'approcha, jeta un coup d'œil sur Eccles, prit de la gaze de coton dans une boîte métallique, et il retourna vers les autres qui étaient toujours assis sur la passerelle. « Nettoyez-vous » Ils essuyèrent le sang sur leurs casques. Eux aussi, ils commencèrent à jurer. Le monstre gisait, montagne de chair compacte. À l'intérieur, on pouvait entendre des soupirs et des murmures pendant que le grand corps achevait de mourir. Les organes s'enrayaient, des poches de liquide achevaient de se déverser dans des cavités. Tout finissait par se calmer, par s'éteindre à jamais. Cela ressemblait à l'arrêt d'une locomotive noyée ou à la chaudière d'un bateau qu'on a laissé s'éteindre, toutes valves ouvertes, coincées. Les os craquèrent. Le poids de cette énorme masse avait cassé les délicates pattes de devant prises sous elle. Le corps cessa de trembler. On entendit encore un terrible craquement. Tout en haut d'un arbre gigantesque, une branche énorme se cassa et tomba. Elle s'écrasa sur la bête morte. Et voilà, l'Espérance consulta sa montre. Juste à temps, c'est le gros arbre qui était destiné dès le début à tomber et à tuer l'animal. Il regarda les deux chasseurs. Vous voulez la photo souvenir avec le trophée ? Quoi ? Vous avez pas le droit de rapporter un trophée dans le futur. Il faut que le corps reste sur place, là où il est mort, pour que les insectes, les oiseaux, les microbes le trouvent là où il était censé le trouver. Il faut que tout reste pareil. Le corps, il reste ici. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est prendre une photo. Une photo de vous, pas loin de lui. Les deux hommes essayèrent de rassembler leurs esprits, mais ils renoncèrent, secouant la tête. Ils se laissèrent conduire le long de la passerelle. Ils s'affalèrent lourdement sur les coussins de la machine. Ils jetèrent encore un regard sur le monstre déchu, la masse inerte, l'armure fiaumante à laquelle s'attaquaient déjà d'étranges oiseaux reptiliens et d'insectes dorés. Et des insectes dorés. Une bruit sur le sol de la machine les fit sursauter. Eccles s'était assis. Il tremblait. « Je suis désolé, » finit-il par dire. « Debout » s'écria Travis. Eccles se leva. « Tu sors sur la passerelle seul. » Travis le menaçait de son fusil. « Tu reviendras pas avec nous dans la machine. On va te laisser ici. » L'Espérance saisit le bras de Travis. « Attends, te mêle pas de ça. » Travis lui fit lâcher prise. « Ce fils de pute a failli nous faire tuer. » « Mais si c'était que ça. Mais regarde ses chaussures. Regarde-les, bon Dieu. Il est descendu de la passerelle. Mais bordel, mais c'est foutu, on est ruiné. Mais j'ose même pas imaginer l'amende. L'assurance va nous demander des dizaines de milliers de dollars. Nous garantissons que personne ne quitte la passerelle. Et lui, c'est ce qu'il a fait, cet abruti. Il faudra que je passe un rapport au gouvernement. Je peux pas faire autrement. Si ça se trouve, ils vont nous supprimer notre licence. Ah, fini l'agence de voyage. Enfin, savoir ce qu'il a fait au temps et à l'histoire. Ne t'affole pas, il a juste marché dans la boue. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? S'écria Travis. Hein ? Qu'est-ce qu'on en sait ? On n'en sait rien du tout. Voilà, on n'en sait rien. Allez, sors de là, Eccles. Eccles fouilla dans les poches de sa chemise. Non, je vous donnerai ce que vous voulez. 100 000 dollars ? Travis jeta un regard méprisant vers le chéquier d'Eccles et cracha par terre. Sors. Le monstre est tombé assez près de la passerelle. Va mettre tes bras dans sa gueule jusqu'au coude, et après tu pourras revenir avec nous. C'est n'importe quoi. Il est mort, pauvre trouillard. Les balles, on peut pas partir en laissant les balles. Elles appartiennent pas au passé. Elles pourraient changer quelque chose. Allez, tiens, prends mon couteau et va les récupérer. La vie de la jungle avait repris son cours. Elle était à nouveau pleine de murmures, de cris d'oiseaux. Eccles se retourna lentement pour contempler les restes de l'animal préhistorique, cette montagne de cauchemars et de terreur. Et après un moment d'hésitation, comme un somnambule, il se traîna sur la passerelle. Il revint en frissonnant 5 minutes plus tard, ses bras trempés, couverts de sang jusqu'au coude. Il tendit les mains, elles étaient pleines de balles d'acier. Puis il s'écroula. Il resta sans mouvement là où il était tombé. « Non, t'avais vraiment besoin de lui faire ça ?» demanda l'Espérance. « Ah non, c'est un peu tôt pour le dire. » Travis poussa légèrement le corps étendu. « Il survivra. Et une autre fois, il choisira un autre gibier. Allez, allez. » Il tendit le pouce à l'Espérance d'un geste là. « Allume, on rentre. » 1492, 1776, 1812. Ils se lavèrent les mains et le visage.
Ils changèrent leurs chemises et leurs pantalons tachés de sang caillé. Eccles, revenu à lui, se tenait debout sans dire un mot. Travis le regarda fixement pendant 10 bonnes minutes. « Ne regardez pas comme ça, » s'écria Eccles. « J'ai rien fait. »« Qu'est-ce qu'on en sait ?»« Je suis descendu de la passerelle, c'est tout. J'ai un peu de boue sur mes chaussures. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me mette à genoux? Que je me mette à prier ?»« On va peut-être en avoir besoin. Je te préviens, Eccles. Je pourrais encore te tuer. Mon fusil est chargé, j'ai plus qu'à tirer. »« Je suis innocent, j'ai rien fait !» 1999, 2000, 2055. La machine s'arrêta. « Sortez, » dit Travis. La salle était bien là où elle était lorsqu'ils étaient partis. Ce n'était plus la même que lorsqu'ils étaient partis. L'homme était bien assis à l'accueil, mais ce n'était plus tout à fait le même non plus. Travis jeta un regard rapide autour de lui. « Ça marche ?» lança-t-il. « Tout va bien, bon retour !» Travis n'arrivait pas à se détendre. Il semblait vouloir examiner l'air de la pièce atome par atome, analyser la façon dont les rayons de soleil pénétraient à travers la grande fenêtre, la seule et unique qui éclairait la salle. « Bon, allez, Eccles, ça va comme ça, foutez-moi le camp, et revenez jamais. » Eccles était incapable de bouger. « Vous avez entendu ?» demanda Travis. « Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça ?» Eccles restait là, à humer l'air de la pièce, et dans l'air, il sentit qu'il y avait quelque chose de chimique, une trace infime, si subtile, si légère que ses sens en alerte ne l'en avertirent qu'à un niveau subliminal. Les couleurs, le blanc, le gris, le bleu, l'orange, des murs, des meubles, du ciel derrière les vitres, on sentait quelque chose dans l'air. Son corps, ses mains étaient parcourus de frissons nerveux. Par tous les pores de sa peau, il sentait cette chose étrange. Quelqu'un, quelque part, venait de hurler un avertissement. Non, siffler plutôt, un de ces sifflements que seuls les chiens sont capables d'entendre. Et son corps tout entier se mit à hurler en silence en réponse à ce sifflement. Au-delà de cette pièce, derrière ce mur, derrière cet homme qui n'était pas tout à fait le même, assis derrière ce bureau qui n'était pas tout à fait le même bureau, il y avait tout un monde, avec des rues, des gens. Non, impossible de dire à quoi pouvait bien ressembler ce monde. Il les sentait bouger, tous ces gens, là, derrière les murs, comme les pièces d'un jeu d'échecs emportées par le vent. Mais ce qu'il remarqua en premier, ce fut l'inscription sur le mur. Cette même inscription qu'il avait lue un peu plus tôt dans la journée lorsqu'il avait pénétré pour la première fois dans ce bureau. D'une manière ou d'une autre, elle avait changé. Chrono Safari SA, Safari dans le passé, toutes Hypox, vous nous dites le nom de l'animal, on vous amène, et à vous de jouer. Et qu'elles se sont-ils tombées dans un fauteuil. Comme un fou, il se mit à triturer la boue épaisse qui collait à ses chaussures. Il tendit en tremblant une motte de terre. Oh non, ça peut pas être ça. Non, pas une petite chose comme ça, non. Incrusté dans la boue, il y avait un magnifique papillon dont les ailes jetaient des reflets verts, noirs et or. Et il était tout ce qu'il y a de plus mort. Non, pas une petite chose comme ça, voyons, pas un papillon, cria Eccles. Il laissa tomber la petite chose, la jolie petite chose fragile et délicate, une petite chose qui pouvait suffire à rompre l'équilibre, à renverser une rangée de petits dominos qui, à leur tour, iraient renverser une rangée de dominos plus gros, qui, à leur tour, iraient renverser une rangée de dominos encore plus gros, année après année, jusqu'à la fin des temps. Et qu'elle se sentit le vertige le gagner. Oh non, ça ne pouvait pas changer les choses à ce point-là. Tuer un papillon, ça ne pouvait pas avoir des conséquences pareilles. Si. Il avait les joues glacées, les lèvres tremblantes. Il demanda « Qui est-ce qui a gagné la présidentielle hier soir ?» L'homme qui était à l'accueil éclata de rire. « Vous rigolez ou quoi? Vous le savez bien. C'est Dutcher, bien sûr. Qui vous voulez-vous que ce soit? Pas cette lopette de Kiss, en tout cas. Maintenant, au moins, on a quelqu'un qui en a dans le ventre. Hein. Un homme, un vrai, nom de Dieu. » L'employé s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas ?» Eccles poussa un gémissement et tomba à genoux, les mains agitées de tremblements convulsifs. Il tentait d'attraper le papillon doré entre ses doigts. « On pourrait pas... » Il se mit à supplier le monde entier, les employés, la machine, en essayant de se convaincre lui-même. « On pourrait pas le ramener? Le faire revivre? On pourrait pas recommencer? On pourrait... » Il ne bougea pas, les yeux fermés. Il attendit, le corps parcouru de frissons. Il entendit le souffle lourd de Travis. Il l'entendit prendre son fusil, lever le cran de sûreté et épauler. Il y eut un coup de tonnerre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la lecture de cette nouvelle, Coup de tonnerre.
qui nous fait voyager dans le temps évidemment, mais qui pose des questions hein, sur l'environnement, sur l'action de l'homme avec son environnement. Une petite bête, aussi petite soit-elle, et peut avoir une grande conséquence sur l'humanité et son histoire. Et bon, bien sûr, la première lecture, c'est la lecture écologique, mais la seconde, c'est que cela nous rappelle, peut-être à tort, mais pas sans raison, la théorie du chaos hein, et bien sûr l'effet papillon qui a été théorisé 20 ans plus tard, hein, en 1972. Donc rien à voir, mais quand même. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette lecture, cette présentation des œuvres très rapide de Ray Bradbury et de sa plume, et j'espère que vous aurez envie d'en lire d'autres. Des nouvelles, il y en a pléthore. Alors faites-vous plaisir, bonne lecture, et à la prochaine sur Conteuse de plumes.